Les deux images du jour, la première, la cérémonie du souvenir de l'Holocauste aux Nations Unies à New York, tous les pays membres de l'ONU réunis, un appel au devoir de mémoire. La seconde, Hassan Rouhani à Paris, président de la République islamique d'Iran, un pays où la mémoire se veut sélective, où l'Holocauste est nié. Bonsoir. Ces deux images disent l'état du monde qui se donne bonne conscience à l'ONU, mais ferme les yeux sur les atteintes aux droits de l'homme. Business is business. Beate Klarsfeld, à qui l'ONU va rendre hommage dans un instant, n'est pas dupe. Elle va parler et va sans doute insister sur le devoir de mémoire, bien sûr, mais aussi sur le devoir de vigilance. Beate Klarsfeld peut le dire sans rougir, je n'ai pas vécu pour rien. Son couple est une légende, sa biographie, une épopée. Née dans une famille modeste à Berlin-Ouest, elle se caractérise très tôt par une détermination peu commune. Elle s'inscrit très jeune au SPD car elle se sent proche de Willy Brandt qui a combattu le nazisme dans les années 30. Mais son véritable engagement se confirme avec la rencontre de son mari Serge en 1960. Cette fille d'un ancien soldat de la Wehrmacht et ce juif français dont le père est mort en déportation font connaissance sur le quai d'un métro parisien. Cette rencontre va agir comme un révélateur et forger leur conviction commune, celle d'une responsabilité historique et morale après la Shoah. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai rencontré mon mari dont le père était déporté. C'était en tant qu'Allemande, tu dois faire quelque chose. Soit tu dis que, je dis quand je rencontre les amis de mon mari ou ma belle-mère en disant « Oh, je regrette, les Allemands ont déporté des Juifs », ou alors tu dis je vais faire quelque chose. Ensemble, ils vont consacrer leur vie à débusquer les anciens nazis partout dans le monde pour les traîner devant les tribunaux. Parmi eux, Klaus Barbie, mais aussi Bousquet, Touvier, Papon. Ils seront tous jugés grâce à leurs actions. Mais de tous ces faits d'armes, souvent rocambolesques, comme l'enlèvement raté en 1971 du SS Lischka, c'est la gifle au chancelier Kissinger qu'elle préfère. Cela se produit en 1968 et représente son acte fondateur. C'était ça chez moi qui l'ont préparé. Je n'étais pas sûre quand je partais pour Berlin que je vais réussir. Mais d'avoir réussi ça a changé, je veux dire, presque toute ma vie. De toute façon, j'ai continué à combattre, mais j'étais quand même tout de suite marquée comme l'Allemande qui s'oppose au nazisme. Son engagement sans faille et son combat contre toute forme d'antisémitisme sera maintes fois récompensé dans l'Hexagone. Elle reçoit les titres de chevalier de la Légion d'honneur, d'officier de la Légion d'honneur et de commandeur dans l'Ordre national du mérite. Un engagement qu'elle ne compte pas voir s'interrompre aujourd'hui et qui, elle espère, lui survivra. Cette volonté implacable de traquer les criminels de guerre nazis où qu'ils fussent, l'État hébreu l'avait aussi, la prise la plus spectaculaire qui reste dans les mémoires, Eichmann, enlèvement, procès, jugement, condamnation, pendaison. Son geôlier se souvient, il était l'invité de Valérie Pérez aujourd'hui à 13h dans son magazine Société sur I24 News. La façon dont il était gardé, il a été dans une chambre avec des barreaux. Il y avait un policier devant lui qui pouvait le toucher. Entre le policier, il le regardait avec ses yeux pendant 4 heures. Comme ça, il allait avec lui. Après, il y avait un autre policier qui était derrière les barreaux qui regardait le policier. C'est pas la peine de revoir Eichmann. S'il voit le policier regarder Eichmann, c'est moi je vois le policier. Et sur lui, il y avait un officier qui était assis sur une chaise plus haut et qui voyait les trois. À côté de lui, il y avait un chauffeur avec une ambulance. En cas où il a une crise cardiaque, on pouvait le transporter à l'hôpital. En urgence. En urgence. Ce qui fait qu'il y avait tout un système. Pour sortir maintenant, il devait sortir pour prendre un peu d'air. On le sortait du cachot. Mais c'était la journée, c'était les heures les plus terribles pour nous parce qu'on devait faire la garde de tous les sens, de toutes les routes, l'hélicoptère et tout. Il fallait garder ce monsieur vif. Il n'avait aucun moment d'intimité, je ne sais pas, une douche Une douche, bien sûr, mais on voyait tout. Toilette, douche, tout, on voyait tout. Donc aucun moment d'intimité. Il n'y a pas d'intimité. La capture d'Eichmann et d'autres monstres nazis a-t-elle aidé les rescapés des camps à se reconstruire? En partie peut-être. Mais le souvenir de l'horreur reste indélébile et ce souvenir ressurgit quand ces survivants ont le sentiment, ici même en Israël, d'être parfois oubliés. Le reportage de Maël Benoliel et Rav Schneck. Ruth est née en 1932 en Roumanie. Cachée pendant toute la durée de la guerre, elle a survécu. Mais sa famille a été décimée dans les pogroms. Cette musicologue vit en Israël depuis les années 60.
Régulièrement, elle reçoit la visite de bénévoles, comme aujourd'hui, ce qui lui évite de rester isolée. Ils sont environ 190 000 rescapés de la Shoah à vivre dans l'État hébreu. Si Ruth profite d'une bonne retraite, ce n'est pas le cas d'un quart des rescapés qui vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation impensable pour Ruth. Est-ce que vous me permettez de dire directement et brutalement ce que je pense? J'aimerais les battre, mais comme ça, avec des bâtons. Tous ces gens qui font du mal et des difficultés à ces pauvres rescapés qui nous sommes. Moi, encore, je m'arrange. Mais il y a des gens qui ne se sont pas arrangés ou qui, par toutes sortes de motifs, n'ont pas une retraite décente. Moi, je trouve ça honteux. Tout simplement honteux. Pourtant, il existe plus de 50 associations et autres organisations qui viennent en aide aux rescapés de la Shoah en Israël, proposant notamment des services à la personne et des aides financières. La Fondation pour le bien-être des victimes de l'Holocauste en Israël est l'une d'entre elles. Encore ministre de la Culture il y a un an, Limor Livnat est depuis peu à la tête de cette fondation. Elle-même s'interroge. Comment est-il possible qu'il y ait 45 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, moins de 3 000 shekels par mois de revenus? Ce n'est pas logique. Ça ne fait aucun doute que ces gens devraient recevoir beaucoup plus et que tout doit être fait pour qu'ils vivent leurs dernières années de la meilleure façon possible. Problème, d'après Limor Livnat, les caisses de l'État sont vides. Si le gouvernement le pouvait, il faudrait qu'il augmente son budget. Mais on le sait déjà, le gouvernement n'a pas beaucoup d'argent. Donc je ne sais pas si c'est possible. De son côté, Ruth Ben-Zvi reste malgré tout reconnaissante envers l'État hébreu au moment où le monde commémore la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous avons été reçus dans un pays avec tous les droits d'un citoyen. Ça n'avait pas l'importance si vous venez de l'Irak, si vous venez du Maroc, que vous venez d'Allemagne, que vous venez de la Russie. Vous êtes devenus citoyens israéliens. Et on vous a reçus. On vous a donné plus, on vous a donné moins, on vous a donné une main plus chaude ou un doigt très discutable comme aide. Mais vous avez reçu un État civil. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important pour la dignité humaine, pour tout ce que nous sommes. C'est pas facile. C'est difficile. N'importe où nous serions allés, ça aurait été difficile. En 2013, une aide supplémentaire de 850 millions de shekels sur 5 ans a été allouée aux rescapés. Mais il semblerait que malgré les nombreux efforts consentis par Israël, ce ne soit pas encore suffisant. Hier, ici même, sur ce plateau de Paris-Jaffa, Boris Cyrulnik nous parlait de la résilience, de cette façon de renaître de sa propre souffrance. Et cette résilience peut prendre plusieurs formes. Elle peut par exemple rimer avec danse. Léa Berdugo. Dernière répétition de la danseuse pour la vie. À 90 ans, Eva pense qu'il n'est jamais trop tard, surtout quand il s'agit de transmettre, même en dansant. Avec l'aide de sa complice, d'un demi-siècle plus jeune qu'elle, la nonagénaire a créé un spectacle d'1h30 où la danse se mêle à la parole dans une ode à la liberté. Une liberté dont elle a été privée pendant de longs mois. À 18 ans, Eva a été déportée avec sa famille dans le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Je voulais montrer que voilà, j'en suis là malgré tous mes traumatismes, toutes mes souffrances. Je suis une personne joyeuse et j'aime la vie et je l'ai fait parce que je voulais le faire. Au début, quand nous avons commencé à répéter, je ne sentais que mes limites, ce que je ne pouvais pas faire, et doucement, progressivement, avec les échauffements systématiques et constants, beaucoup de choses sont revenues et un jour, j'ai vu que je pouvais faire ça. Dans quelques heures, elle se produira sur scène en Allemagne à l'occasion de la Journée internationale de l'Holocauste. Une victoire pour Eva.
Elle qui a été déportée, tout comme 440 000 juifs de Hongrie dans les camps de la mort en l'espace de quelques semaines seulement en 1944. Dans ces camps, Eva a perdu 49 membres de sa famille. J'ai vécu une histoire dans ma vie, c'était l'Holocauste, et plus particulièrement l'Holocauste hongrois. Et c'est très important pour moi que cet Holocauste hongrois soit représenté tel qu'il a été vraiment et réellement. Faire dialoguer deux générations autour de la mémoire et du traumatisme, c'est ce qui a intéressé Rekha Chabot qui a mis en scène ce duo. Je suis très intéressée par le fait de comprendre comment on peut apprendre l'un de l'autre. Est-ce que l'on peut apprendre l'un de l'autre ou non? Si quelqu'un a vécu une expérience historique, peut-on la transmettre à une jeune personne? Est-ce possible? Et comment cette expérience a-t-elle influencé votre vie et vos pensées, ou pas du tout? Pour Eva Faïdi, la danse est une façon de s'exprimer comme une autre. Son but, transmettre l'histoire inlassablement. L'une danse, l'autre écrit et filme pour renaître à la vie, mais y est-elle vraiment parvenue? Bonsoir Marceline Loridan-Ivens, heureux de vous accueillir sur le plateau de Paris-Jaffa, rescapée des camps, sauvée par l'armée rouge le 10 mai 1945, auteur de nombreux films et livres, le plus récent publié par Grasset, écrit avec Judith Pérignon, Et tu n'es pas revenue. Marceline Loridan-Ivens, vous êtes revenue des camps et d'Auschwitz, mais revient-on vraiment des camps? Oh, non, on n'en revient jamais véritablement. On a toujours un camp dans la tête. Et d'ailleurs, que ce soit en dansant, en chantant, ou en écrivant, ou en souffrant, simplement dans un fauteuil, c'est la même chose. On a toujours le camp dans la tête. À vous entendre, à voir vos films, à vous lire, on sait, vous le confirmez, que cette douleur n'est jamais vraiment effacée. Je ne sais pas si vous avez suivi l'édition spéciale proposée par I24 News depuis 17h, heure de Paris, sur la cérémonie du souvenir de l'Holocauste à l'ONU. Comment vous-même réagissez-vous à ce genre de cérémonie? Oh, j'y crois à moitié. D'ailleurs, une commémoration, d'une commémoration à l'autre, c'est insensé. Aujourd'hui, notre président français commémore Monsieur Rouhani, je pense qu'il s'appelle Rouhani, venant de l'Iran. Et l'année dernière, oui, non, je vous en prie. Il était Pardon? Non, je vous en prie, vous pouvez terminer votre propos, Marceline. Oui, ah bon, pardon. Il était pour le 70e anniversaire à Birkenau. Et il a l'impudeur de recevoir aujourd'hui ce monsieur Rouhani qui passe son temps à caricaturer les Juifs et à vouloir détruire Israël. Alors, pour moi, les élites en place ne valent pas grand-chose dans la mesure où ils sont prêts à tous les compromis, à tout moment, pour l'argent, bien entendu. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler puisque nous allons évidemment parler de cette visite du président iranien à Paris. Mais je vous propose, Marceline Loridan-Ivens, de suivre avec nous en direct le discours que va prononcer maintenant Beate Klarsfeld dans l'enceinte de l'ONU devant tous les représentants des pays membres. Just weeks before the Second World War, which saw the creation of the United Nations after the failure of the League of Nations, which yourself had been conceived during World War I a century ago. Just a century ago took place the perpetration of the genocide of Armenians in Asia, one that came close upon the heels of the genocide of the Heroes in Africa. Il y a un siècle, à cet endroit s'est produit le génocide arménien. Quelques décennies plus tard, un nouveau génocide a eu lieu. In spring 1945, Germany was no longer part of the community of nations. The Nazis' powers had capitulated, and Germany, as a political entity, had ceased to exist.
Millions of soldiers had been killed, along millions of civilians, among them 6 million Jews murdered by the fanatical anti-Semitism of Hitler's ideology. Germany was guilty of a crime against peace, against humanity, and of starting a new world war. Europe lay in ruins. Major German cities were destroyed. The German people were starving. Germany was militarily occupied and it was divided. Millions of refugees poured in from the east to the west. Collective guilt hung over all Germans. Where then to find a glimmer of hope for the future? How to rebuild? How to repair the mistakes and crimes? How to rebuild Germany and integrate it into the international community again? 44 years later, Germany was reunified. 44 ans après, l'Allemagne a été réunifiée. It has regained the respect of esteem of its partners by Elle a affirming regagné le itself as a respect free et nation l'estime de and ses an partenaires exemplary democracy. It is the best et la friend and ally clarité of France, a d'une country against démocratie which she had conducted 3 avec wars ses meilleurs in amis, la 70 years. France, avec As qui elle a German, eu received by France, 3 and who guerres also became en 70 ans. French, I'm pleased to have contributed to this unique Franco-German rapprochement. Je suis fière d'avoir participé à ce rapprochement franco-allemand et aussi d'avoir participé à créer un pont entre la communauté allemande et la communauté juive. To whom it makes reparations, and with the Jewish people. Today, 100,000 Jews reside in Germany, whereas less than 30,000 were still alive. Aujourd'hui, il y a des milliers de Juifs résidant en Allemagne. Predictions of the end of Jewish history in Germany. History that had once been so Hitler rich avait and prédit la fertile. fin de l'histoire des Juifs en Ever since my Allemagne. Il a eu teen tort. years, I had found to be both exciting and difficult to be German. While À the des temps Cold War pareils, was je raging, I trouvais didn't consider myself to be either le fait East German d'être allemand or West German, but simply à la fois German. difficile And 45 years ago, et in Geneva, on the front of the United Nations headquarters, hangs the flags of the 2 German states, so that the voice of Germany, still absent from the United Nations, might be heard in this organization whose mission is so critical for the international community of peace. Germany today, freed from Prussian militarism and Nazi ideology, has returned to its democratic and humanist aujourd'hui, roots. l'Allemagne It est is therefore libérée logical that the generous de commitment ses, to the reception of de political ses refugees, as the idéologies calling nazisme et is. fascistes. It was also logical for a young German woman beginning in the 60s to commit herself to preventing former Ce qui Nazis est from logique. polluting German political life on the one hand. Il était And on the aussi other hand, logique pour to une ensure jeune that femme Nazi dans les années criminals, wherever 60 they were in the world, would be tried de by se the courts. consacrer I believed then, as I still do, in à the la, moral unity à la of the chasse German de ces people. mondes Whatever his ideology, each qui ont German perpétué has cette specific idéologie. responsibilities. It is not a collective guilt that is passed on to the next generations. It is a collective responsibility and a Ce moral n'est pas and historical une and culpabilité historic commitment. générale qui I doit try se to assume transmettre these aux responsibilities, générations, not merely mais une in words, responsabilité but in difficult actions. de réagir et de And changer Germany les against the choses et Chancellor de who faire had que ça ne been a se former reproduise Nazi plus. high propagandist. In Austria, against the president who had been United Nations General Secretary at the top of this building where we now sit, while his file of suspected war crimes was kept here downstairs in the basement. In South America, I led my many campaigns against Nazi criminals and against the dictatorships protecting them. For instance, against Colonel Banza in Bolivia, against General Pinochet in Chile,
J'ai participé à de nombreuses chasses de ces nazis et des dictateurs qui les protégeaient, tels que le général Pinochet. Montevideo, when those countries were being led by military juntas. I've also made a point in expressing my solidarity with Jews persecuted wherever in the world, and with the state of Israel, the state of refuge for Holocaust survivors. I was arrested in communist countries. I went to Damascus after the Yom Kippur War to protect against the treatment inflicted on Israeli prisoners of war, to help the threatened Jews of Syria to leave the country, and to ask for the extradition of the Nazi criminal contre le traitement des prisonniers de guerre israéliens. At the summit of Arab states in Rabat, in Algiers, I also demonstrated in favor of a peace settlement, and I spent 1 month in Beirut, in the Muslim sector during the civil war, offering myself as a hostage in an effort to save the lives dans un secteur musulman durant la guerre. Et je me suis proposé en échange de prisonniers juifs. Being led to the gas chambers, those gigantic slaughterhouses in the heart of Europe, built by Nazi Germany to exterminate the Jewish people. Along the way, I was inspired by men like Karl Jaspers, Heinrich Böll. Voilà, nous avons tenu à passer le début de ce discours que Beate Klarsfeld prononce en ce moment même en direct au sein des Nations Unies devant une salle, vous l'avez vu, comble et extrêmement attentive. Nous reviendrons vers l'ONU quand l'Assemblée rendra hommage, j'imagine par des applaudissements nourris, à cette Allemande, jeune Allemande, qui a épousé Serge Klarsfeld, un juif français, et qui a dédié sa vie à la traque des criminels de guerre nazis. Je sais que vous êtes resté dans notre studio de Paris, Marceline Loridan-Ivens, que vous avez écouté avec nous ce discours de Beate Klarsfeld. Au fond, est-ce que ça n'est pas aussi un encouragement, ce travail fait par Beate Klarsfeld, allemande elle-même, pour réhabiliter en quelque sorte une partie de l'Allemagne? Ne pas confondre Goethe avec Göring, est-ce que ça n'est pas encourageant aussi? C'est peut-être encourageant, mais étant donné ce qu'est l'ONU, que des représentants des plus grandes dictatures dirigent les commissions de droits de l'homme ou de choses comme ça, je n'ai pas une très grande confiance en l'ONU. Alors, j'ai dit devoir de mémoire, devoir de vigilance, mais avec vous, devoir de vérité et de lucidité. Autrement dit, vous pensez que l'ONU se donne bonne conscience en organisant cette journée du souvenir et en rendant hommage à Beate Klarsfeld? Très bien pour elle. Je suis très contente qu'ils soient honorés tous les deux. Ils le méritent, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas ce qu'elle peut y faire à l'ONU. Je n'y crois guère. Si vous étiez vous-même, Marceline Loridan-Ivens, si vous étiez vous-même à l'ONU, quel type de discours tiendriez-vous? Comment? Si vous-même, vous étiez invité à l'ONU pour parler comme rescapé des camps, quel discours tiendriez-vous? J'aurais été infiniment plus directe et sans doute plus violente en disant vraiment les choses que je pense, parce que à force de nous mentir et de nous gargariser, on ne croit plus en rien. Et il ne faut pas s'étonner que les peuples se découragent. Hier, Boris Cyrulnik, qui était notre invité, faisait un parallèle entre l'islamisme totalitaire et le nazisme. Est-ce que vous feriez, vous, le même parallèle? Bien sûr. Je pense, je suis persuadée même qu'une grande partie des dirigeants de ces mouvements islamistes et de ces salafistes et de ces mouvements violents comme Daesh ou Hakami sont dirigés par des gens qui ont plus de culture que nous ne croyons et qu'ils utilisent comme manœuvre-balai, comme l'ont fait les nazis, les pauvres pécores qui sans penser, croyant à de nouveaux espoirs. Merci beaucoup, Marceline Loridan-Ivens, d'être passée nous voir. Je suis désolée de vous le dire. Non, on vous a bien entendu. D'ailleurs,
J'ai signé une pétition en invitant M. Rouhani à venir au mémorial de la Shoah pour le mettre en face de la vérité, face aux mensonges qu'il raconte à longueur de journée. Eh bien, vous faites une transition parfaite avec le sujet qui va suivre. J'ai bien entendu votre suggestion, mais je doute qu'ils vous entendent. Suivons la première journée de Hassan Rouhani à Paris avec Alice de Comarmont. Économique sur fond de polémique, Hassan Rouhani poursuit dans la capitale française son rapprochement avec les puissances européennes. Un séjour qui devrait donner lieu à la signature d'importants contrats commerciaux. Il a rencontré dès son arrivée le chef des patrons français Pierre Gattaz. Un accord entre PSA, Peugeot, Citroën et l'Iranien Khodro sera signé ce jeudi, ce qui marque le retour très attendu du constructeur automobile français dans la République islamique. PSA avait quitté l'Iran en 2012, un coup dur alors que le pays était à l'époque son deuxième débouché en volume après la France. Téhéran a entre autres annoncé un vaste accord avec l'avionneur européen Airbus qui porterait sur 114 appareils. Un marché qui aiguise donc les appétits des industriels mais qui ferait presque oublier les droits de l'homme. Les leaders de 7 syndicats français ont interpellé aujourd'hui François Hollande sur la situation inquiétante de plusieurs syndicalistes iraniens et demandé d'agir pour leur remise en liberté. Une visite aussi vivement critiquée par Israël. Le président du Parlement a dénoncé l'hypocrisie du président français en recevant le président iranien lors de la journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Nous ont également reprises françaises s'étaient rendues à... Ainsi va l'histoire, oublier les atteintes aux droits de l'homme, oublier les attentats commandités par l'Iran ou l'aide au mouvement terroriste. La France, si sévère en d'autres temps avec le régime des Mollahs, ne veut pas être en reste dans cette ruée vers l'Iran. Jonathan Serrero. En 40 ans, les relations entre la France et l'Iran n'ont cessé de souffler le chaud et le froid. En juin 1974, l'Iran entre dans le capital d'Eurodif, le plus important complexe européen d'enrichissement d'uranium. En contrepartie, la France reçoit un chèque d'1 milliard de dollars du Shah d'Iran. Or, cet accord a nourri l'ambiguïté. D'un côté, des rapprochements économiques, mais de l'autre aussi, des désaccords politiques entre les deux pays. En 1979, l'accord est remis en cause par l'ayatollah Khomeini. Le guide suprême de la révolution islamique suspend les paiements pour l'achat de la centrale et réclame le remboursement des prêts. Une crise éclate entre les deux pays. La France soutient alors l'Irak de Saddam Hussein dans son conflit avec Téhéran. L'Iran s'en prend aux intérêts français au Liban. 13 journalistes et diplomates occidentaux sont pris en otage. Ils seront libérés en 1988 grâce à l'intervention du gouvernement Chirac. Ce rapprochement coïncide en 1991 avec le remboursement par la France du prêt versé par le Shah d'Iran 17 ans plus tôt. Paris transfère ainsi un peu plus d'1 milliard de dollars à l'Iran qui renonce à réclamer l'uranium produit sur le site. La même année, l'ancien Premier ministre Chapour Bartiar, réfugié en France, est assassiné par des envoyés du gouvernement iranien. Ce meurtre marque une nouvelle période de refroidissement dans les relations entre les deux pays. Elle se réchauffe néanmoins avec l'arrivée en 1999 du président réformateur Khatami. Le nouveau chef d'État iranien est même reçu par Jacques Chirac à l'Élysée, mais l'idylle est de courte durée. L'élection de Mahmoud Ahmadinejad et la révélation des sites nucléaires clandestins vont à nouveau tendre les relations avec la France de Nicolas Sarkozy. Le président français refuse de rencontrer son homologue iranien. Un froid illustré par l'affaire Clotilde Rai, cette enseignante à Ispahan est arrêtée pour espionnage à l'aéroport de Téhéran. La jeune femme est finalement libérée au mois de mai 2010 en échange d'Ali Vakili Rad, le meurtrier de Chapour Bartiar. Depuis 2011, les relations entre les deux pays oscillent entre méfiance et réelle volonté de changement. La France veut croire que le dernier accord signé à Vienne au mois de juillet 2015 marque le début d'une nouvelle ère dans ses relations avec l'Iran. Cette visite du président Rouhani à Paris tend à le confirmer. Et l'on retrouve l'un de nos correspondants à Paris, Christian Mallard. Alors, quel est le bilan de cette première journée, Christian ? Écoutez, de toute façon, François Hollande est un pragmatique qui sait faire comme ses prédécesseurs de la réelle politique. Et demain, quand il va parler à M. Rouhani, il va lui parler aussi du problème des droits de l'homme qui sont régulièrement bafoués dans son pays. Mais il le fera en privé, il ne va certainement pas l'indisposer en public. Et puis pendant la conférence conjointe, après les accords qui seront signés, eh bien, il y aura 3 points sur lesquels il va falloir parler. D'abord la Syrie, où vous savez qu'il y a un antagonisme profond entre la France et l'Iran sur la poursuite ou pas de Bachar el-Assad au pouvoir. Donc il va falloir parler de la transition politique, de la relance du processus. Il y a le Liban qui inquiète François Hollande beaucoup, avec ce vide institutionnel, ce vide présidentiel, et avec un État dans l'État que le Hezbollah. Et là-dessus aussi, l'Iran est incontournable et François Hollande le sait. Enfin,
François Hollande va proposer sa médiation à Rouhani concernant l'Arabie Saoudite, parce qu'il considère que la guerre que se livre par proxy interposé l'Iran et l'Arabie Saoudite peut mettre le feu aux poudres au Moyen-Orient. Donc vous voyez, il y aura beaucoup de choses sur la table. Merci Christian. Chronique d'une démission annoncée et finalement effective. Christiane Taubira n'est plus ministre, elle a démissionné. La perspective d'une déchéance de nationalité pour les terroristes heurtait sa conscience. Julia Ganancia. C'est une question de valeur qui la pousse à quitter son poste. Le ton est solennel, l'émotion est palpable, quelques minutes avant la passation de pouvoir. Christiane Taubira démissionne, une décision rendue publique le jour où Manuel Valls dévoile la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande. Une réforme qui inscrit dans la Constitution l'état d'urgence ainsi que la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes terroristes, une réforme à laquelle elle n'a jamais caché son opposition. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. À gauche, de nombreux élus lui ont rendu hommage. D'autres soulignent aussi que sa démission signifie un nouveau rétrécissement de l'assise politique du gouvernement. La satisfaction est en revanche unanime à droite et à l'extrême droite. Pour moi, c'est une clarification sur la forme, parce que nous étions dans une incohérence totale. Madame Taubira avait lancé un défi à l'autorité du Premier ministre et du Président de la République. Il est d'ailleurs ahurissant que le Président de la République n'ait pas réagi plus tôt. Il n'y a qu'une dans une démocratie folle qu'on peut concevoir que le ministre de la Justice n'est pas d'accord avec un texte de loi que le Président et le gouvernement portent. Non, mais il faut vraiment qu'on soit arrivé à un point de désordre mental pour ne pas succomber devant l'évidence. Icône de la gauche, la garde des Sceaux a notamment fait adopter au Parlement la loi ouvrant le mariage aux couples homosexuels. L'ex-députée de Guyane s'est dite fière de son action Place Vendôme depuis 2012. Elle s'est retirée ce mercredi sous les applaudissements de la gauche à l'Assemblée nationale. Le choix de son successeur est révélateur des intentions du président et du Premier ministre. Jean-Jacques Urvoas, nouveau ministre de la Justice, est sur une ligne d'autorité. Julia. Passation de pouvoir, place Vendôme. Jean-Jacques Urvoas devient locataire des lieux. Professeur de droit, le nouveau garde des Sceaux est un proche de Manuel Valls et un grand spécialiste de la sécurité. Une nomination qui confirme le virage sécuritaire pris par le président de la République depuis les attentats de 2015 et en particulier depuis le 13 novembre. Jean-Jacques Urvoas est un fidèle du Parti socialiste depuis 38 ans. Élu du Finistère, c'est lui qui a notamment préparé en 2015 le texte législatif sur le renseignement, légalisant les pratiques clandestines des services dans la lutte contre le terrorisme. Sa mission première, rétablir le dialogue avec les syndicats de police. Appelant à un signal fort, certains policiers demandent déjà le rétablissement des peines planchées. Des policiers se disent très vigilants sur le chantier explosif de la réforme de procédure pénale, dont les contraintes et les lourdeurs administratives engluent les services. Cette démission de Christiane Taubira préfigure-t-elle d'autres départs? C'est la rumeur qui court aujourd'hui à Paris. Manuel Valls se garde bien évidemment d'évoquer ces rumeurs. L'urgence du jour, appliquer au plus vite le projet de loi sur la déchéance de nationalité. Maxime Pérez. C'est sans Christiane Taubira, mais avec son successeur Jean-Jacques Urvoas, que la commission des lois s'est réunie. À l'ordre du jour, le projet controversé sur la déchéance de nationalité. Le Premier ministre Manuel Valls a cherché d'emblée à apaiser les esprits. Le gouvernement a décidé, en accord avec le président de la République, de proposer une nouvelle rédaction. Et elle repose sur les principes suivants. Aucune référence à la binationalité ne figurera dans le texte constitutionnel, ni a priori dans la loi ordinaire. La mesure avait provoqué une levée de boucliers à gauche, si bien que Manuel Valls a été contraint de manœuvrer. Le Premier ministre s'est engagé à faire des propositions à l'Assemblée. Mais sur le fond, il n'entend pas renoncer au projet de loi. Seules des infractions d'un niveau de gravité très élevé pourront justifier la procédure de déchéance, bien sûr. Les crimes, certes, mais sans doute aussi les délits les plus graves. Manuel Valls a-t-il réussi son grand oral? À l'issue des débats, les députés se montraient plutôt satisfaits.
Si la Constitution permet de déchoir de la nationalité tout Français sans distinction, les lois d'application d'une majorité du moment peut décider par exemple d'exclure les mononationaux, mais une autre majorité peut le modifier. Ça change tout, ça ouvre le débat, alors que la première rédaction du gouvernement le fermait et institutionnalisait, constitutionnalisait une différence entre les Français, ce qui pour nous n'était pas acceptable. La déchéance des binationaux nés français ne figure plus dans la modification de la Constitution, donc c'est un point extrêmement important, même décisif. Reste à savoir si ces messages d'apaisement permettront à la gauche d'arriver à un consensus, jugé jusqu'ici impossible. Je crois, j'évoquais un peu hardiment peut-être. Et l'on va retrouver en direct de notre studio de Paris le chef du service justice de l'Express, François Coche. Bonsoir, pour tenter de comprendre les raisons du départ de Christiane Taubira. Elle a mis en avant ce dossier sur la déchéance de nationalité, mais honnêtement, le feu couvait depuis longtemps, François. Oui, tout à fait. Elle a été accueillie avec grand enthousiasme par l'ensemble du corps de la magistrature française. Mais l'état de grâce n'a duré que quelques mois parce que très vite, après avoir constaté avec bonheur que ce ministère sans parole est devenu le ministère de la parole, mais finalement que de la parole parce que les actes n'ont pas suivi. Oui, et ses convictions et son parcours sont telles qu'elle était souvent d'ailleurs en porte-à-faux par rapport au Premier ministre et par rapport même au Président. Oui, effectivement, sur la déchéance de nationalité, elle était en désaccord majeur. D'ailleurs, tout à l'heure, je me trouvais à la chancellerie lorsqu'elle a fait sa dernière déclaration à la presse. Elle a dit « Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur ». Elle n'a pas précisé davantage, mais tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Il n'empêche qu'en partant, elle laisse un bilan relativement médiocre, très décevant, puisqu'elle s'est mis à dos l'ensemble de la magistrature française, parce que les actes n'ont pas suivi. Sa réforme pénale a mis 24 mois à être votée, et elle a énormément déçu les magistrats qui ne l'appliquent pas réellement, parce que cette contrainte pénale vient en plus des sursis mis à l'épreuve, qui sont déjà des mesures pour les condamnés. Elle a dit, dès son arrivée à la chancellerie, et notamment au quotidien Le Monde, que les prisons étaient en France l'école du crime, mais ces propos très audacieux n'ont pas été suivis d'effet, puisque les prisons restent toujours aussi surpeuplées. On l'avait taxée de laxiste et de videuse de prison, rien n'en a été. Il y a toujours plus de condamnés dans les prisons françaises. Donc son bilan, finalement, au niveau judiciaire, est très décevant. Finalement, elle a été plutôt une ministre sociétale avec le mariage pour tous. Oui, alors je reprends votre terme laxisme. Ce reproche de laxisme qui lui était fait, maintenant on va parler au passé, était-il exagéré ou fondé ? Totalement infondé. Même si elle est devenue la bête noire qui obsédait la droite française, elle n'a rien fait de laxiste, puisque, encore une fois, il n'y a pas eu moins de condamnations sous son ministère qu'avant par les juges, et les prisons, non seulement elles ne se sont pas vidées, mais elles se sont remplies. En matière de surpopulation carcérale, on était à 10 000 détenus en surnombre avant son arrivée à la chancellerie. Et en 2014, la dernière année pleine connue à l'heure actuelle par le ministère de la Justice, on était à 13 000 détenus en surnombre. Donc il y a eu surpopulation carcérale en augmentation. On n'a pas vidé les prisons, donc il n'y a pas eu de laxisme. Tout de même, en termes de perception, elle apparaît comme très différente de son successeur, Jean-Jacques Urvoas, qui lui incarne une ligne de fermeté et d'autorité. Complètement. D'ailleurs, un syndicat de magistrats a dit tout à l'heure, on l'attendait place Beauvau, il arrive place Vendôme. Donc c'est bien l'indication qu'il était plutôt attendu sur les questions de sécurité, même s'il a la double compétence. Et même dans un livre, il a dit qu'il souhaitait la fusion du ministère de la Justice avec le ministère de l'Intérieur. Et ça dit bien les intentions, au fond, avec ce choix de François Hollande et de Manuel Valls, dans le contexte actuel, évidemment. Oui. Si ce n'est qu'il n'y reste que 15 mois. Et Mme Taubira a fait 3 ans et demi avec un bilan très mitigé, très décevant, notamment en termes de lutte contre la récidive, qui était son grand projet, mais elle n'a pas pu aller jusqu'au bout, dit-elle, faute de moyens, puisqu'il fallait pouvoir accompagner les détenus en sortant de prison. Et avec Mme Taubira, même si elle en avait l'intention, on n'accompagne pas davantage les détenus qui sortent de prison. Merci beaucoup François Coche pour cet éclairage sur la démission de Christiane Taubira aujourd'hui. Et dans ce climat de grande vigilance contre le terrorisme et sa propagande, certains aujourd'hui à Paris s'étonnent de la sortie d'un film réalisé par François Margolin et le Mauritanien Lemine Ould Salem. Son titre, salafiste, son propos, des islamistes d'Al-Qaïda filmés
au plus près. Le contenu est tel qu'il a été interdit aujourd'hui aux moins de 18 ans. François Margolin nous dira en direct de Paris pourquoi il a tenu à réaliser un tel film. Auparavant, ce dossier présenté par Maël Benoliel. Depuis que le sabre a commencé, c'est-à-dire depuis que le djihad a commencé... Empêcher sa diffusion en salle ou interdire sa projection aux mineurs, Fleur Pellerin a rendu sa décision. Le documentaire choc salafiste ne sera pas autorisé en salle aux moins de 18 ans. La ministre de la Culture a suivi l'avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques. J'ai choisi de suivre l'avis de la commission avec une interdiction aux mineurs, car le public a besoin d'une certaine maturité pour apprécier ce film qui est d'une grande violence, comme étant une dénonciation du monde salafiste. Mais je ne l'ai pas censuré, car je ne souhaite pas empêcher un auteur de produire un documentaire. Un documentaire dont les partis pris font débat. Salafiste ne comporte ni commentaires ni voix off. Il laisse la parole à des théoriciens du terrorisme islamiste que les réalisateurs François Margolin et Lemine Oulb M. Salem ont rencontrés en Mauritanie, au Mali, en Tunisie ou encore en Irak depuis 2012. L'absence de distance par rapport aux propos tenus par les personnes interviewées est reprochée aux auteurs. Salafiste montre aussi l'application de la charia au quotidien. Il comporte également des vidéos violentes de propagande du groupe djihadiste État islamique ou encore d'Al-Qaïda, tout comme des images amateurs choc filmées lors des attentats du 11 septembre 2001 et de l'attaque contre Charlie Hebdo. Depuis sa première projection au Festival de Biarritz il y a quelques jours, Salafiste fait polémique. Même France 3, qui coproduit ce documentaire, s'est désolidarisé du film et refuse désormais de le soutenir. Un documentaire dont l'atout reste tout de même de donner un point de vue inédit sur les conditions de vie sous la charia, dans des territoires contrôlés par les djihadistes, que peu de journalistes peuvent documenter. Et l'on va retrouver en direct depuis Paris François Margolin pour nous parler de ce film. Est-ce que vous comprenez l'interdiction faite aux moins de 18 ans? Non, parce que c'est une mise à mort du film. C'est-à-dire qu'en fait, c'est exactement comme censurer ou interdire le film, puisque ça veut dire sur le plan financier que les chaînes de télévision qu'il avait coproduites n'ont plus le droit de le diffuser, et donc je suis obligé de rembourser les sommes qu'ils ont investies dedans. Par ailleurs, ça fait que la plupart des salles qui avaient diffusé le film ne pourront pas le faire, car il y a un système en France d'aide aux salles qui n'existe pas quand un film est interdit aux moins de 18 ans, ce qui est le cas en général des films pornographiques. Alors le reproche qui vous est fait, c'est d'avoir filmé au plus près ces djihadistes sans prendre de distance, et je dirais même de distance critique. Que répondez-vous à ce reproche? C'est le contraire de la réalité, c'est un déni absolu. C'est-à-dire, en fait, ce qui gêne dans ce film, c'est que justement, il n'y a pas de commentaires en permanence pour dire l'islam c'est pas ceci, l'islam ce n'est pas cela. Ce que je tenais à faire avec mon ami Lemine Oulb Salem, le co-réalisateur du film, avec moi, qui est mauritanien, c'est montrer la réalité du discours de ces salafistes et montrer en quoi ce ne sont pas seulement des loups solitaires, des déséquilibrés, comme on l'a dit très longtemps, ni une secte, ni un petit groupe terroriste, mais au contraire une galaxie considérable et puis une fraction importante du monde musulman et de l'islam, et en particulier dans le monde arabe sunnite. Oui, avec tout de même une façon de filmer qui vous caractérise d'ailleurs. Il y a par exemple, on l'a vu dans le dossier présenté par Maël tout à l'heure, cette image terrible de ce policier abattu froidement par les terroristes tout près de Charlie Hebdo. Et dans un premier temps, vous n'aviez pas flouté l'image du policier. Vous pouvez tout de même imaginer la douleur de sa famille en voyant cette image qui est maintenant floutée. Oui, mais quand ils m'ont demandé de l'enlever, j'ai immédiatement enlevé. Le but du film, c'est pas ça. Donc c'est un faux débat que cette histoire, puisque je pensais que c'est une image importante pour l'histoire. C'est une autre question. À partir du moment où eux ne voulaient pas que je la passe, il est évident que je n'avais pas envie de la passer. Mais par contre, tous les reproches qui sont faits à ce film prouvent qu'en France, on est dans le déni de ce qui est en train de se passer. On ne veut pas écouter les gens qui sont en face et qui nous ont déclaré la guerre depuis fort longtemps. C'est-à-dire que ça fait au moins 15 ans, au moins depuis le 11 septembre 2001, qu'ils nous ont déclaré la guerre et qu'ils sont un nombre considérable. Donc, en fait, le véritable reproche, c'est celui-là. Parce que quand on dit que ce film n'a pas de commentaires ou qu'il y a des gens
il n'y a pas des spécialistes comme d'habitude pour essayer d'expliciter, de bien mettre sur les rails, c'est parce que, en fait, on ne veut pas entendre ce qu'ils disent. On ne reconnaît pas qu'il y a des gens qui nous font la guerre depuis très longtemps, parce que le djihad, c'est la guerre. Oui, mais alors, vous connaissez très bien le poids de l'image, vous êtes vous-même réalisateur. Vous, comme moi, si l'on voit une image de terreur ou d'horreur, on est forcément extrêmement choqué. Mais quand on constate la réaction de jeunes aujourd'hui, pour ne parler que de la France, qui en voyant des images de décapitation vont être candidats au djihad, vous voyez bien l'effet terrible de la diffusion de ces images, et c'est le cas de votre film. Non, il n'y a aucune image de décapitation. Non, mais d'image violente, je vous donnais cet exemple-là. Oui, mais il y a aussi des images. Je pense que les images de Daesh aujourd'hui sont des images fondamentales, parce que c'est une arme pour eux. Les images, la vidéo aujourd'hui est considérée par eux comme plus importante que des tanks ou que des lance-roquettes. C'est avec ces images qui font peur aux armées qui sont face à eux et qui gagnent des villes comme Mossoul, qui était la deuxième ville d'Irak, sans qu'il y ait le moindre combat. C'est-à-dire que ne pas montrer ces vidéos, ça serait nier la réalité de ce qui se passe aujourd'hui et qui fait que les djihadistes gagnent du terrain et séduisent, y compris une partie des jeunes de banlieue ou d'ailleurs, dans les pays occidentaux. Donc ça me semble, ne pas les montrer, mais on en montre des petits bouts, c'est nier la violence et les massacres qu'ils font. Mais pardon, François Margolin, mais c'est exactement le contraire. Vous dites vous-même, et là le propos est paradoxal, il est contradictoire, que l'arme ultime utilisée par les islamistes ou les djihadistes, c'est l'image. Donc les montrer, c'est être instrumentalisé par eux et donc être en quelque sorte, c'est pas une accusation que je porte contre vous, leur allié objectif en diffusant ces images. Mais c'est totalement... Mais non, il faut voir le film. Le film, les vidéos arrivent après les discours. C'est le contrepoint justement d'un discours qui pourrait sembler séduisant. S'il n'y avait pas ces images, au contraire, on ferait la propagande. Donc ce qui est important, c'est de montrer la théorie et la pratique. C'est-à-dire montrer ce qui chez les salafistes, fait qu'il y a à la fois un discours et une pratique qui est ultra-violente et qui utilise effectivement la vidéo et un certain nombre de codes du cinéma américain ou indien pour s'attaquer aux autres. Mais c'est pas du tout de la propagande, c'est le contraire. Et si Claude Lanzmann a fait une tribune dans Le Monde pour défendre le film et dire que c'est un chef-d'œuvre, je pense que c'est tout de même pas vraiment parce qu'on fait la propagande de l'État islamique. Vous voyez, je crois qu'il a réfléchi aux images, moi aussi je crois, et donc et au poids des images. Par contre, nier la violence réelle qui s'exerce, c'est nier la réalité du monde. C'est pas moi qui ai inventé l'État islamique ou les massacres qu'ils commettent. Alors il y a donc, quelque chose il faut tout de même à un moment ou à un autre montrer des choses. Il y a quelque chose d'étrange et de troublant quand même dans cette démarche. Les djihadistes vous laissent filmer, ils vous donnent la liberté de filmer et ils vous laissent repartir. Non, il n'y a pas de liberté de filmer. On a passé 3 ans à faire ce film. On a risqué notre vie pour y aller, pour aller les voir. Et donc, dans un certain nombre d'endroits, moi-même, je n'ai pas pu aller dans tous les endroits parce que je ne suis qu'un mécréant. Donc, c'est mon camarade Lémine qui a pu y aller. Donc, non, c'est simplement qu'on a voulu faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire aller sur place, voir ce qu'il y a dans leur tête, parce que je crois que c'est important de comprendre ce qu'il y a dans leur tête, non pas pour les comprendre ou les justifier, mais pour voir ce qu'ils pensent. Merci François Margolin. Le film, sort dans combien de salles ? Très peu maintenant, forcément. Le film, du coup, il est dans très peu de salles. Il est dans 5 ou 6 salles seulement actuellement en France. J'espère qu'il y en aura plus la semaine prochaine. Mais c'est vrai que toute cette tentative d'intimidation qui a été faite contre le film ne joue pas en sa faveur. Et c'est vrai qu'on essaie de le présenter, je vois que ça atteint beaucoup de gens, comme un film qui est exactement le contraire de ce qu'il est. Il faut le voir pour comprendre que ce n'est absolument pas quelque chose qui est pro-djihadisme, mais au contraire quelque chose qui essaie de démonter leur discours. Merci François Margolin. Un conseil donné depuis Jaffa, demain si vous êtes à Paris ou dans l'agglomération parisienne, évitez voiture, taxi, VTC, prenez le métro ou le bus, ce sera plus sûr. La condamnation d'Uber à une très forte amende n'a en rien calmé la colère des taxis. Lise Barenbaum. 1,2 million d'euros, c'est la somme que la société Uber France est condamnée à payer à l'Union nationale des taxis. Une décision liée au support de communication de Uber qui entretiennent une ambiguïté quant à la pratique du maraudage utilisé exclusivement par les taxis. La possibilité de stationner sur la voie publique en attente d'un client sans réservation préalable.
Une condamnation qui arrive au 2e jour de mobilisation des taxis. Après un mardi noir, la circulation est toujours bloquée à la Porte Maillot et devant le ministère de l'économie à Bercy. Et plusieurs conducteurs ont passé la nuit sur place. Leurs exigences sont claires, la fin des voitures de tourisme avec chauffeur, incarnées par les chauffeurs de l'application mobile Uber. Aujourd'hui, nos revendications, c'est l'éradication du VTC ou bien l'indemnisation de tous les chauffeurs de taxi. Malgré la nomination d'un médiateur par Matignon, des milliers de taxis continuent à bloquer les grandes villes. Le député socialiste Laurent Grand-Guillaume, membre de la commission des finances, devra organiser une concertation entre taxis et VTC. Hier, Manuel Valls a reçu des représentants d'organisations de taxis. Le Premier ministre a annoncé le renforcement des contrôles contre les pratiques illégales de certains VTC et dénoncé les violences commises par certains grévistes. Les manifestations ont déjà engendré plusieurs incidents. Le bilan, 24 interpellations et un blessé en Île-de-France. Les taxis réclament pour la énième fois une compensation à la baisse d'activité et à la chute des prix des licences. Le résultat d'une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part des VTC qui ne respecteraient pas la loi Thévenoud votée en 2014. Pour le porte-parole de la CGT Taxi, le gouvernement ne laisse pas d'autre choix à sa profession. Les chauffeurs et la profession n'ont pas d'autre choix que de se maintenir et de montrer leur détermination en prolongeant cette grève, tout simplement. Plusieurs dizaines de taxis continuent à bloquer les accès des aéroports de Roissy et Orly aujourd'hui. Les autres événements de la journée vus par Maël Benoliel. Alain Juppé à la découverte de la jungle de Calais. Après le centre Jules Ferry, le candidat à la primaire de la droite a pris le temps de se rendre au centre d'accueil provisoire des migrants. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien Premier ministre ne s'attendait pas à une situation aussi inacceptable. En France encore, la mortalité routière toujours en hausse en 2015. Et c'est la vitesse qui est de nouveau pointée du doigt dans cette hécatombe qui porte à 3464 le nombre de tués sur les routes françaises, soit une hausse de 2,4 points par rapport à l'année précédente. En Russie maintenant, la grippe porcine a fait au moins 50 morts depuis le début de l'hiver, alors que la contagion du virus H1N1 semble gagner en intensité à travers le pays. Mais cette nouvelle épidémie ne semble pas inquiéter les autorités russes. Le ministre de la Santé a déclaré que tout était sous contrôle. En Italie, le projet de loi sur les unions civiles bientôt au Sénat. Cette loi visant à créer une union civile pour les couples de même sexe déchire la classe politique et mobilise partisans et opposants, tous prêts à descendre dans la rue. En Colombie, la paix se peint sur les murs de Bogota. Alors que le gouvernement et les FARC négocient un accord pour mettre fin à 50 ans de conflit, des artistes de rue dénoncent ces années de violence en peignant leur espoir de paix sur les murs de la capitale colombienne. Enfin, on connaît désormais la sélection des 41e Césars. À la différence des Oscars, l'Académie du cinéma français a notamment retenu cette année des comédiens d'horizons différents. Dans la catégorie de la meilleure actrice, on retrouve la Marocaine Loubna Abidar pour son rôle dans Much Loved, ou encore l'Algérienne Soria Zeroual, vedette de Fatima. Chez les hommes, il y a entre autres le Sri Lankais Anthony Tassan Jésus Tassan pour son rôle dans Dipan de Jacques Audiard, alors que le film Marguerite de Xavier Giannoli est nommé dans pas moins de 11 catégories. Et avant de passer le relais à Jean-Charles Banoun, je vous propose de retrouver en direct de Paris l'un de nos correspondants, Olivier Lerner, pour parler de la démission de Christiane Taubira, Olivier, mais surtout de la suite. J'évoquais tout à l'heure, sur la foi d'ailleurs d'une rumeur que vous nous avez donnée au téléphone avant Paris-Jaffa, la rumeur d'autres départs et d'un possible remaniement. Alors, est-ce que vous en savez plus ? Et oui, Paul, le remaniement, c'est maintenant. Le départ en fanfare et à vélo de Christiane Taubira est annonciateur d'un vrai grand remaniement, d'un vrai grand chamboulement, on peut appeler ça comme ça, qui est déjà programmé. Et il y a un calendrier. En fait, c'est le Conseil constitutionnel qui donne le tempo. Oui, c'est comme ça. Jean-Louis Debré, donc son président, va quitter cette noble institution. Et c'est déjà fait. C'est Laurent Fabius qui va sans doute donc le remplacer et sera le 10e président de
ce Conseil constitutionnel, 10e président depuis 1959, François Hollande a donné sa bénédiction. Alors, à partir de là, autour du 15 février, eh bien, un remaniement d'envergure va arriver. Qui au Quai d'Orsay? Deux noms circulent, Elisabeth Guigou et Ségolène Royal. Je ne peux pas, Paul, ce soir vous donner la liste des autres prétendants, mais ne vous inquiétez pas, ils sont nombreux à vouloir entrer au gouvernement. Il y a donc des prétendants, oui, des hommes, des femmes. Il y aura sans doute des hommes et des femmes de la société civile et un jeu de chaises musicales, c'est la tradition. Toujours est-il que la stratégie de François Hollande est bien de composer une équipe de combat pour les présidentielles de 2017 avec des gestes d'intégration ministérielle à la fois sur sa gauche et sur sa droite. La synthèse hollandaise devra faire des merveilles en matière de cohérence ministérielle et gouvernementale, mais cohérence également aux yeux des Français. Merci Olivier pour toutes ces indications. Si vous me permettez un conseil d'un ancien éditorialiste ou commentateur politique, gardez quand même le conditionnel, par prudence. Merci beaucoup Olivier. Dans quelques minutes, Jean-Charles Banoun développera d'ailleurs avec Olivier et Christian Mallard toutes ces informations et reviendra naturellement sur l'hommage rendu à Beate Klarsfeld aujourd'hui à l'ONU et sur cette cérémonie de souvenir de l'Holocauste. 21h10, l'économie avec David Neyman. Bonne soirée sur i24 News et n'oubliez pas, #ParisJaffa. À demain 19h. Au revoir.